Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 9 octobre 2025 et nos chers amis Michael Hudson et Richard Wolff sont avec nous. Bon retour parmi nous. Heureux d'être ici. Puisque tout le monde parle du plan de paix de Trump, je veux commencer par cela. Michael, que penses-tu de ce qui se passe? Tu as mentionné dans un email que ce qui s'est passé à Gaza n'est pas la guerre d'Israël, mais celle de l'OTAN. Que veux-tu dire par là? What's your point in that? Well, Trump told Fox News last night. Eh bien, Trump a déclaré hier soir à Fox News, je cite, « L'important c'est que les gens aiment à nouveau Israël. J'ai dit à Bibi, Israël ne peut pas se battre contre le monde entier. » Et Netanyahou affirme que cette guerre va bien au-delà de Gaza et d'Israël. C'est en réalité un combat sur un 9e front. Et ce 9e front concerne la question de savoir qui va contrôler la manière dont les Américains perçoivent les relations internationales. La géopolitique de ce qui se passe. Je pense que si la confrontation militaire s'arrêtait, ne serait-ce que temporairement, alors le conflit se serait désormais déplacé sur le terrain politique et culturel. Et il faut que nous en tenions compte. Cela s'avère être un conflit bien plus profond et durable. And long-lasting conflict, and it goes beyond. Et cela va au-delà de cela, la Palestine et Israël. Je pense que pour répondre à votre question, la guerre à Gaza et en Cisjordanie n'est pas simplement un conflit militaire entre Israël et les Palestiniens, tout comme la Russie n'est pas simplement en conflit militaire avec l'Ukraine. Les Palestiniens ne sont pas en guerre contre Israël, mais contre l'OTAN, dirigé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et la stratégie d'Israël consiste à se demander comment conserver la loyauté des États-Unis maintenant que les sondages montrent que les jeunes prennent le parti des Palestiniens plutôt que celui d'Israël. Qu'est-ce que cela présage pour le maintien du soutien américain à Israël? Eh bien, c'est un combat beaucoup plus durable et il dépasse largement le champ de bataille militaire. Beyond the military battlefield, and it's how the world. Et il s'agit de la manière dont le monde façonne sa réflexion sur ce qui se passe. C'est le champ de bataille le plus profond et le plus menaçant, le contrôle du récit. Comment présenter la question, ce qui est enseigné dans les écoles et les universités, et ce qui se propage sur les plateformes Internet et dans les médias de masse. Cet espace est déjà passé sous le contrôle des extrémistes sionistes les plus durs. Et c'est de cela qu'a porté tout le combat de la semaine dernière, TikTok. Le président Netanyahou a expliqué qu'Israël est en guerre contre ce qu'il appelle ce 9e front pour contrôler les États-Unis. C'est la véritable guerre qui se déroule. Et ce contrôle ne s'établit pas par des moyens militaires, mais en façonnant l'opinion publique américaine à travers des milliardaires sionistes extrémistes qui influencent les milliardaires de la Silicon Valley, lesquels contrôlent à leur tour les grands médias. Vous les avez vus chercher à prendre le contrôle de l'intelligence artificielle, à racheter TikTok et à en redéfinir les algorithmes, pour remplacer les images que TikTok montrait de bébés palestiniens assassinés et d'autres attaques génocidaires horribles. Tout cela est en train d'être effacé. Le nouvel algorithme bloque toute discussion ou toute révélation sur TikTok de ce qu'Israël fait à Gaza et en Cisjordanie. Israël s'est concentré, tout comme son armée, sur l'élimination de 2 groupes de personnes, les journalistes et les médecins. Ils doivent détruire toute tentative de faire savoir au monde ce qu'ils font. Et les médecins ne doivent pas soigner les blessés, surtout les enfants qui pourraient grandir en se souvenant de ce qu'ils ont vécu. Israël affirme que si ces enfants survivent, c'est une menace pour le judaïsme, car Israël est un État judaïque, ce qui signifie, comme le dit Alistair Crook, une théocratie. Et une théocratie n'a pas de place pour quiconque n'est pas membre de l'État judaïque. Donc, cette guerre s'étend maintenant aux églises.
Vous savez, que vont dire les églises? Vont-elles affirmer que cette guerre d'Israël contre les Palestiniens fait partie de la Bible, que le Seigneur soutient Israël, comme l'a déclaré l'ambassadeur américain en Israël, disant qu'il doit suivre la Bible? Il y a toute une tentative non seulement de créer un faux récit, mais aussi d'utiliser les algorithmes de toutes les principales plateformes Internet, Facebook, Google, même X. Si vous essayez d'utiliser ces plateformes et qu'elles peuvent désormais expurger ou censurer toute discussion ou information qui ne reflète pas une opinion israélienne, alors vous façonnez l'opinion publique. Then you're shaping public opinion. And if you can take over the news like CBS News. Et si vous pouvez prendre le contrôle des médias, comme CBS News vient d'être reprise par un ardent sioniste, vous transformez aussi les universités, qui empêchent toute manifestation étudiante en faveur de la paix. Ils disent, si vous voulez la paix et non le combat, alors vous êtes antisémite. Nous vous expulsons. Et si vous êtes un professeur qui décrit cela, nous vous expulsons, comme l'a fait l'Université Columbia, et d'autres universités le font aussi. C'est une guerre culturelle, et c'est ce que toute cette discussion militaire tend à occulter. Et puisque ni Richard ni moi ne sommes des spécialistes militaires, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut aborder sur votre site, car vous avez déjà suffisamment de militaires qui expliquent la brutalité de ce qui se passe. Explaining the brutality of what's happening. Tu es en sourdine. D'accord, sous un autre angle. Mais tu as ton point de vue. On a déjà parlé. Vas-y. Go ahead, your take. Let me frame it slightly differently, but I think in a way. Permettez-moi de formuler cela un peu différemment, mais d'une manière qui complète ce que Michael vient de dire. Voici mon interprétation, ou peut-être que traduction est un mot plus juste, de ce que Trump a dit sur Fox News, la partie que Michael a citée. Ce n'est pas ce que le président a littéralement dit, mais voici ce que je pense se cache derrière ces paroles. Lui et ses conseillers ont conclu que la tendance mondiale s'est inversée. Israël est désormais en train de perdre la bataille des cœurs et des esprits qu'il avait lancée, en faisant trop peu, trop tard, et il n'a pas pu surmonter la réalité de ce qu'il a fait subir aux Palestiniens à Gaza au cours des 2 dernières années. D'accord? Et il est trop tard. Que vous vouliez attribuer le mérite aux médias critiques mondiaux ou accrocher une autre médaille à Greta Thunberg, je ne sais pas. Mais il est en train de perdre. Et je ne pense pas que le président Trump s'en soucie de toute façon. Ce que ses conseillers lui ont dit, c'est que la tendance est en train de s'inverser aux États-Unis. Il devient politiquement impossible pour lui de poursuivre la politique Biden-Trump consistant à être à 100% pro-israélien, plus encore que la moitié des Israéliens eux-mêmes en matière de politique de guerre. Cela devient dangereux. L'AIPAC, malgré tout l'argent qu'il dépense et toute l'influence qu'il exerce, n'a pas réussi. Et il dit à Bibi, « Écoute mon vieux, je ne peux pas continuer à te soutenir si, dans mon pays, l'opinion se détourne de toi. » J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'abandonne. C'est à toi de le faire maintenant. Et puis il dit quelque chose de ridicule. Tu dois faire en sorte que le monde t'aime. Eh bien, je sais ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'AIPAC doit faire quelque chose pour changer l'orientation de l'opinion politique américaine. Et encore une fois, je rappellerai à tout le monde que nous ne sommes plus qu'à quelques semaines d'une élection que les sondages laissent entendre pourrait amener un musulman socialiste anti-israélien à devenir le maire de la plus grande ville du pays. C'est un message extrêmement fort qui est envoyé. Même s'il devait perdre l'élection, et cela ne semble pas être le cas, regarde jusqu'où il est déjà allé. Et si vous suivez cela, ce que je fais, depuis le début de son engagement, bien avant qu'il ne devienne connu, l'un de ses principaux soutiens était une organisation appelée Jewish Voice for Peace, un groupe juif pro-palestinien et anti-guerre israélienne
dans la ville qui compte plus de juifs que tout autre aux États-Unis. Je veux dire, waouh, quoi. Et je pense qu'ils apprennent et qu'ils sont très inquiets. Marjorie Taylor Greene a annoncé qu'elle voterait avec les démocrates parce qu'elle ne peut pas adhérer à la politique qui consiste à saper Medicaid pour les personnes pauvres. Monsieur Massey s'efforce sans relâche d'obtenir l'ouverture des dossiers Epstein. Il y a de sérieuses spéculations selon lesquelles la véritable raison de la fermeture du gouvernement n'avait rien à voir avec Medicare ou quoi que ce soit d'autre, mais visait à repousser le dénouement des dossiers Epstein. D'accord, je ne sais pas si ces choses sont vraies ou non, mais si on les met toutes ensemble, elles suggèrent que Michael a raison, qu'il y a ici un tournant. Ce que même les Israéliens et les Américains comprennent désormais, c'est que l'action militaire à Gaza doit cesser, car elle est contre-productive. Elle cause des dégâts. Le but était de leur donner plus de sécurité, et comme les critiques le leur disent depuis des années, cela ne fonctionnera pas. Vous rendez votre situation plus difficile. Et on le voit dans le monde entier. Même l'humoriste Jon Stewart explique à son public que Netanyahou est celui qui menace de provoquer une vague mondiale d'antisémitisme. Que voulait-il dire? À cause de ce que vous faites à Gaza, vous êtes devenu fou. Au nom de votre propre survie, vous êtes en train de vous détruire. Et cela me permet de dire, et soyez patient avec moi, rien n'est plus typique des empires en déclin que de voir leurs dirigeants faire des choses auxquelles tout le monde leur crie « Ne fais pas ça, cela aggrave ton déclin ». Mais ils ne peuvent pas l'entendre. Ils sont prisonniers de leurs habitudes. Et je ne sais pas si Netanyahou peut entendre tout cela non plus, mais c'est mon soupçon. Monsieur Trump se rend compte qu'il va devoir choisir. Il est très clair qui sera sacrifié. Vous savez, les Allemands ont commis un holocauste, un génocide, et ils en souffrent encore aujourd'hui à cause de la réputation qu'ils ont dans le monde entier pour cela. La façon dont tout cela s'est inscrit dans l'esprit de millions de personnes. On ne défait pas cela rapidement. Hitler est mort en 1945, et nous voici 80 ans plus tard, et nous pouvons encore voir l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Je veux dire, ma famille est en partie française et en partie allemande. J'ai vécu les effets de tout cela toute ma vie. Même si je suis né aux États-Unis, je suis américain et tout ce qui va avec. Je suis pleinement conscient que tout cela est bien vivant, sous 1000 formes. Israël mettra très longtemps, si jamais cela arrive, à se relever de ce qu'il a fait. Et M. Trump leur dit maintenant, vous allez me perdre aussi, parce que je ne vais pas sacrifier ma vie politique, puisque l'AIPAC n'est plus capable d'acheter et de contrôler le récit comme Michael l'a expliqué. Il y parvenait très bien autrefois. Nous admirions tous, à notre manière, la façon dont il s'y prenait. Mais nous savions tous, en y réfléchissant, que cela ne durerait pas éternellement. Eh bien, ironiquement, l'effort le plus agressif pour s'y accrocher, la destruction de Gaza, en marque aussi la fin. Richard, il y a quelques mois, Netanyahou a déclaré que les plus grands ennemis d'Israël étaient les Juifs assimilationnistes. Cela est pertinent pour la candidature de Mandami aux élections. Il a dit que les Juifs assimilationnistes veulent faire partie de leur propre société, de leur propre économie. Ils ne se tournent pas vers Israël. Ils ne placent pas Israël en premier. Les Juifs américains placeront l'Amérique en premier. Les Juifs européens placeront l'Europe en premier. Ce sont les ennemis. Eh bien, un ami à moi a commenté l'autre jour que c'est comme si Netanyahou avait lu 1984 d'Orwell et avait pris à cœur l'idée que ceux qui contrôlent le présent contrôlent le passé et que ceux qui contrôlent le passé contrôlent l'avenir. Ainsi, ce qu'Israël essaie de faire, c'est de reformuler tout le passé, toute l'histoire de la fondation d'Israël depuis le tout début.
L'Holocauste israélien, la Nakba, les assassinats de masse, toute l'histoire militaire. Eh bien, comme je l'ai mentionné, pour établir tout cela, il faut contrôler le récit. Et c'est un récit historique, un récit d'actualité, en cours, et il est couronné par ce que les étudiants apprennent. Je veux discuter de l'économie de la manière dont ce récit a vu le jour, et j'ai une certaine expérience personnelle à ce sujet. Dans les années 1970, il y a plus de 7 décennies, j'ai vu comment les bases étaient posées pour la guerre culturelle qui se préparait. J'étais économiste à Wall Street, et certains de mes plus vieux amis travaillaient pour Drexel Burnham. C'était la société de banque d'investissement spécialisée dans les raids d'entreprises et les rachats par obligation à haut rendement. Je les rencontrais souvent et il m'arrivait parfois d'intervenir à leurs réunions du conseil d'administration. Un certain nombre de leurs dirigeants m'ont dit que la chose la plus importante dans leur vie était le sionisme. Drexel était la société de banque d'investissement qui a mis au point les obligations à haut rendement pour racheter des entreprises et les transformer en véhicules financiers destinés aux plus-values. Cela faisait partie de la transition plus large du capitalisme industriel américain vers un capitalisme financier prédateur. En formulant des offres de rachat pour transformer les entreprises en instruments financiers. Le principal organisateur, Michael Milken, a fini par aller en prison pour délit d'initié avec les investisseurs de Drexel. Ce qui m'a été clairement indiqué, c'est que ces investisseurs appartenaient à d'anciennes familles juives, et plus encore qu'ils étaient sionistes. Et les détails financiers ont été largement rapportés à ce sujet. Mais ce qui n'est pas reconnu, c'est qu'il existait une sorte de pacte personnel entre tous ces investisseurs, qu'ils allaient s'enrichir considérablement en jouant selon de nouvelles règles, du genre que les cabinets d'avocats et les sociétés d'investissement les plus respectables n'auraient jamais touché. Mener des prises de contrôle hostiles plutôt que de proposer des fusions amicales. L'accord prévoyait qu'ils devaient tous consacrer une part importante de leurs gains à la cause sioniste. Et cela allait bien au-delà de l'AIPAC. Cela signifiait soutenir la cause sioniste sous de nombreux aspects. Quelques décennies plus tard, j'ai rencontré certains des anciens stratèges de Drexel qui avaient ensuite fondé leurs propres entreprises. Ils ont appliqué ce principe selon lequel, pour rejoindre cette évaluation d'entreprise, ces investisseurs, ceux qui prenaient le contrôle de la Silicon Valley, des actions Internet et des actions des technologies de l'information, s'y sont concentrés dès le départ. Ils sont devenus multimilliardaires. Dans le cas de Larry Ellison, aujourd'hui trillionnaire, ils ont pu agir avec une sorte de liberté dans leur manière d'attaquer l'économie dans son ensemble, liberté dont ne disposaient pas les banques d'investissement, les entreprises et les cabinets d'avocats traditionnels. Avançons jusqu'à la dernière décennie environ. On trouve les plus grandes sociétés d'investissement, celles de la Silicon Valley. Ces sociétés sont toutes dirigées par des sionistes travaillant de concert avec Israël et le parti Likoud, ainsi qu'avec l'AIPAC. Ils sont actifs dans les campagnes politiques américaines. Ils utilisent une partie de leurs milliards de dollars pour promouvoir la cause sioniste. Et cette tentative d'influencer l'opinion publique américaine se concentre dans le secteur financier. Plus précisément, dans le contrôle financier du secteur des technologies de l'information, les principales plateformes de communication sur Internet. Tout ce dont je parlais plus tôt, là où se mène la guerre de l'information, inclut la prise de contrôle de CBS News pour promouvoir des positions sionistes, la prise de contrôle de réseaux ici, la prise de contrôle de publications de masse, ainsi qu'une immense propagande au sein des églises, en particulier les églises fondamentalistes, pour diffuser ce faux christianisme fondé sur la Bible de Scofield et l'idée que Dieu aurait dit à Israël
tuez tous les non-juifs afin que vous ayez la fin de l'histoire et que Jésus puisse revenir. Nous envoyer tous au paradis et tous les autres en enfer. C'est cette folie qui a été essentiellement encouragée par les Israéliens, poussant des églises chrétiennes crédules à transformer la perception de l'Amérique en tant que pays chrétien. Ce n'est pas quelque chose que les catholiques traditionnels ou la plupart des églises protestantes, telles qu'elles existaient avant 1900, reconnaîtraient aujourd'hui. C'est pourquoi Trump a conclu l'accord avec la Chine, forçant la vente de TikTok dans le cadre de cette campagne, avec Facebook, X et d'autres plateformes et médias, pour créer une perspective sioniste. Et tout comme, vous vous en souvenez, Hitler a inventé une histoire falsifiée, affirmant que, alors que le monde était ravagé par les problèmes de dette des années 1920 et 1930, il a essayé d'en rejeter toute la faute sur les banquiers juifs. Eh bien, le fait est que le système bancaire américain et le système bancaire européen étaient assez antisémites. L'origine de ces banquiers internationaux remonte à l'Église catholique au XVIIIe siècle, qui les a créés pour lever des emprunts de guerre destinés aux rois fidèles à l'Église et engagés dans ces guerres religieuses et ces croisades. Il y avait donc cette fausse histoire. En réalité, la présence financière juive aux États-Unis ne se trouvait pas dans le secteur bancaire. Lorsque j'ai commencé à travailler pour des banques dans les années 1960, l'antisémitisme y était marqué. Ils n'embauchaient pas de personnes juives. Une banque pour laquelle j'ai travaillé a même embauché un employé noir avant d'embaucher un juif. Alors comment expliquer la présence juive? Ils travaillaient dans le secteur du courtage, dans les industries boursières et de la banque d'investissement, des entreprises comme Drexel Burnham, et pas du tout dans la banque traditionnelle. Et c'est cette reconfiguration du monde de la banque d'investissement qui a coûté des milliards, voire des milliers de milliards de dollars. Une partie de cela a consisté à se rendre pratiquement exonéré d'impôts, en payant bien moins d'impôts sur le revenu ou sur la fortune que 90% de la population. Je pense donc qu'il est pertinent d'expliquer comment la puissance économique derrière cet effort de propagande façonne non seulement la manière dont les Américains perçoivent Israël, mais influence aussi l'Europe, car les entreprises américaines d'Internet et de la Silicon Valley contrôlent les principales sociétés qui y opèrent. Ce que vous voyez, c'est que ces entreprises utilisent des algorithmes et l'intelligence artificielle pour exercer une forme de censure qui dépasse largement les frontières des États-Unis. Elle s'étend à l'ensemble de l'économie mondiale. En utilisant Facebook, X et toutes ces autres plateformes, TikTok désormais, on assiste à une lutte mondiale visant à remodeler l'histoire selon une vision biaisée, extrémiste et sioniste. Une vision de type guerre froide, néoconservatrice, oligarchique et de droite. Tout le récit devient oligarchique, néoconservateur et sioniste. C'est vraiment le contexte du combat qui va probablement se dérouler au cours des prochaines années. C'est extrêmement utile d'avoir ce type d'histoire. Michael est exceptionnel dans ce domaine, et il l'est depuis longtemps. Les livres qu'il écrit, les articles qu'il rédige, ils vous ramènent en arrière. Ils répondent à la question. D'autres remarquent quelque chose. Michael, lui, pose la question. Pourquoi est-ce comme ça? Pourquoi, par exemple, les Juifs seraient-ils présents dans une industrie particulière, mais pas dans une autre? Et ensuite, comment cela aide-t-il à expliquer pourquoi la Silicon Valley est aujourd'hui peuplée par les personnes qui s'y trouvent, plutôt que par celles issues de la banque traditionnelle? Il explique que les Juifs étaient exclus de la banque traditionnelle, alors ils sont allés ailleurs, et cela fait partie de l'histoire. Eh bien, je veux faire la même chose.
Les Juifs ont toujours été divisés, depuis aussi longtemps que j'en ai entendu parler, entre ceux qui pensaient qu'il devait y avoir une patrie, un Sion, un lieu pour les Juifs, et ceux qui n'étaient pas de cet avis. Et nous savons tous qu'une partie de la raison en était qu'ils étaient exclus presque partout ailleurs. L'antisémitisme, d'une manière ou d'une autre, pouvait amener les gens à se dire « Bon sang, si nous étions dans un pays que nous contrôlons, peut-être que, enfin, nous ne serions plus vulnérables à ce qui nous est arrivé en Espagne, avec l'Inquisition, en Allemagne avec l'Holocauste, et ainsi de suite. Ou en Amérique, avec les formes plus polies d'antisémitisme qui existent depuis longtemps et persistent encore. Et je veux rappeler aux gens, pourquoi les Juifs se sont-ils tournés vers la finance? Cela a longtemps été une critique. Que la finance, comme l'a écrit un jour Engels, Montworth Fastistassim, peut prendre une forme stupide. Son mot, stupide. C'est à ce moment-là que l'on pense que le problème n'est pas les capitalistes, mais le juif. L'antisémitisme est le socialisme des imbéciles. C'est ainsi qu'il l'a formulé. Eh bien, les Juifs n'étaient pas autorisés à faire partie de l'Europe féodale. Ils n'étaient acceptables ni comme serfs, ni comme vassaux, ni comme seigneurs. Alors, comment allaient-ils vivre? Ils ne pouvaient pas vivre de la terre comme tout le monde dans un système économique rural. Ils sont donc devenus des intermédiaires. Ils sont devenus les marchands qui ne possédaient pas de terre, qui se déplaçaient d'un endroit à un autre, achetant à bas prix et revendant plus cher, car c'est ainsi qu'on vit quand on est commerçant. Très bien, ils sont donc devenus commerçants. Mais il n'y a là aucun mystère. On n'a pas besoin de la Bible pour comprendre tout cela. Il faut un peu d'histoire économique pour comprendre exactement comment cela évolue. Mais cela m'amène à un point. Et peut-être que Michael et moi ne sommes pas d'accord ici. Je pense qu'il a raison de poser le cadre, mais je crois qu'un camp est désormais clairement en train de perdre, et c'est celui qui autrefois gagnait. En d'autres termes, nous en sommes à un moment où les anciens vainqueurs, les personnes qui ont conclu l'accord, l'aile sioniste de la communauté juive, qui, soit dit en passant, a toujours été minoritaire mais importante, disposaient de nombreuses ressources. Ils ont obtenu leur petit pays, ils l'ont développé avec l'aide des Juifs de l'extérieur, bien sûr, et avec celle d'alliés comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais c'est fini. Ce n'est pas fini parce que tel ou tel a échoué, mais parce qu'ils font aujourd'hui partie des perdants de l'économie mondiale. C'est leur problème. C'est le problème de M. Trump. S'il n'avait pas 6 autres crises qui lui tombent dessus, il pourrait donner davantage à M. B. Il ne peut plus le faire. Il ne peut tout simplement pas. C'est trop coûteux. Et maintenant, cela lui coûte politiquement. Et puisque c'est tout ce qu'il a, vous savez, il a fait venir 300 généraux et amiraux à Washington il y a quelques semaines. Il les a insultés. Son ministre de la Défense, un imbécile, leur a dit qu'ils étaient gros et pas au niveau. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Il est tellement insensible pour faire une chose pareille. Trump, de même. Ils sont dans le pétrin. C'est pour ça qu'ils ont fait cette chose insensée et qu'ils l'ont ensuite gâchée. Tu sais, quand il y en a trop, ce n'est plus l'échec de tel ou tel plan ou d'une stratégie mal conçue. Non, non, il faut relier les points. Que se passe-t-il ici? Et il dit à M. Netanyahou, « Écoute, il faut que tu changes les choses, la position d'Israël dans le monde. Ce sera très difficile pour Israël. Pourquoi demanderais-tu cela à un pays, hein? Tu demandes la Lune. Ce n'est pas possible. Pourquoi serais-tu en position de le faire? » Et il montre clairement à qui revient cette tâche impossible. C'est à eux, pas à moi. Je suis de retour. C'est un peu comme ce qu'il dit aux Européens. Je ne suis plus engagé dans cette guerre en Ukraine comme je l'étais. Vous pouvez le faire. Vous feriez mieux de le faire. Mais je ne vais plus vous aider à le faire, sauf de manière périphérique.
C'est ce qu'il dit à tout le monde. C'est parce que les États-Unis ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils jouaient autrefois. Nous essayons, d'une manière, pardonnez-moi, complètement à l'envers, de dire au monde et à nous-mêmes que l'Empire est terminé et qu'il nous faut inventer un tout nouveau récit, une nouvelle stratégie, un nouveau système d'alliance, un nouveau cadre de sécurité, quel que soit le terme que vous préférez. C'est fini, et nous sommes dans une nouvelle ère, et nous ne pouvons pas nous en sortir par la militarisation. Well, there goes Richard again. He's being reasonable. Eh bien voilà encore Richard, il se montre raisonnable. Je ne pense pas qu'Israël soit raisonnable. J'ai connu ces gens, ce sont des fanatiques. J'ai travaillé avec Netanyahou, le chef du Mossad, ses conseillers. Il n'y a aucun moyen qu'ils changent. Ils ne seront pas raisonnables avec les Palestiniens. Ils sont déterminés à les exterminer. Les chrétiens américains sont déterminés à commettre un génocide. Tu l'as vu dans toute la décision de se débarrasser de Monsieur Kirk il y a un mois. Il voulait essayer d'être un peu plus raisonnable et de refléter exactement ce que Richard disait. Il a été tué. Tout refus d'adhérer entièrement à leur programme est traité de la même manière que les membres républicains du Congrès ici en Amérique, exclus du cercle des initiés s'ils ne suivent pas l'extrémisme à 100%. The insider group if they don't go 100% with the extremism. I think we're dealing with an extremist. Je pense que nous avons affaire à une idéologie extrémiste, à une sorte de conviction fondamentaliste religieuse qui n'est pas ouverte à la raison. Et Trump adore faire des promesses, dire « voici une promesse de paix ». Mais il n'a absolument aucune intention de tenir ses promesses. Rien qu'aujourd'hui, dans l'actualité, le peso argentin s'effondre parce que Trump avait promis 20 milliards de dollars à Milei et à l'Argentine, et il n'a en réalité rien fait. Tout comme il avait fait des promesses à la Russie pour tenter au moins de stabiliser la diplomatie. Et au cours des 2 derniers jours, un porte-parole russe a déclaré que Trump n'avait tenu aucune des promesses qu'il avait faites. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'euphorie d'une promesse qui sera rompue dès qu'Israël entrera en guerre avec l'Iran. Et vous pouvez imaginer les conséquences de cela. Mais je veux poursuivre la logique de ce que je dis. Que fait-on quand on est un extrémiste? Il faut être totalitaire en matière de savoir. Et Trump a déclaré la guerre aux universités des États-Unis en expulsant les étudiants manifestant contre le génocide. Il suit l'exemple des donateurs sionistes des universités qui ont déclaré qu'ils allaient couper tout financement à Harvard et à d'autres universités prestigieuses qui ne soutiennent pas une position sioniste, spécifiquement anti-palestinienne. Et je pense que le traumatisme que les stratèges sionistes ont en tête, ce sont les manifestations contre la guerre du Vietnam menées par les étudiants américains, les tueries de Kent State, où des étudiants protestants contre la guerre ont été abattus. C'est cela qui a conduit le président Johnson à démissionner en 1968 et à déclarer qu'il ne se représenterait pas, parce qu'il ne pouvait aller nulle part aux États-Unis sans devoir s'échapper par l'entrée de service des hôtels pour éviter qu'on lui crie « Hey, LBJ, combien d'enfants as-tu tué aujourd'hui ?» Tout cela est présent dans leurs esprits lorsqu'ils pensent qu'ils ne veulent pas que les universités et les jeunes prennent position en faveur de la paix. Parce que la paix, c'est l'assimilationnisme. La paix, c'est dire que vouloir la paix revient à nier que le contrôle conjoint des États-Unis et d'Israël sur le pétrole du Proche-Orient et sur tout le Moyen-Orient est en jeu. Eh bien, en décembre dernier, le sénateur américain Tom Cotton a présenté un projet de loi au Sénat visant à éliminer toute utilisation fédérale du terme Cisjordanie et à le remplacer par Judée et Samarie. Et en Floride, le gouverneur a tenté d'imposer que les manuels scolaires utilisés dans les écoles de l'État réécrivent l'histoire en employant cette terminologie différente. La terminologie elle-même constitue une forme d'identification.
Elle indique le langage que l'on choisit d'adopter. La Chambre des représentants a également un projet de loi stipulant que le gouvernement supprimera toutes les références à la Cisjordanie dans les discussions officielles américaines. Les combats avec Gaza pourraient se poursuivre et les colons israéliens redoublent désormais leur campagne meurtrière contre les Palestiniens en Cisjordanie. Ils brûlent des oliviers et détruisent des maisons. They're burning their olive trees. They're destroying their houses. They're bombing all of their. Ils bombardent toutes leurs maisons pour les chasser. La guerre en Cisjordanie est désormais aussi féroce qu'elle l'était à Gaza, mais il n'y a aucune protection militaire pour cela. C'est symptomatique du contrôle de l'information que cela n'ait été discuté nulle part ailleurs que sur Internet. Richard a dit au début de l'émission qu'il n'avait pas les informations. Nous n'avons pas accès aux informations. Richard, toi et moi avons de meilleures informations que le président Trump. Nous lisons Internet, nous lisons les journaux, nous savons ce qui se passe. Trump est entouré de néoconservateurs sionistes, et malgré le fait qu'il ait la perspective de relations publiques que tu as décrite, il n'a aucune compréhension de la vision d'ensemble que toi et moi, et je pense la plupart des gens qui suivent la chaîne de Nima, avons. C'est ce qui est si frappant dans tout cela. Eh bien, je pense que vous savez, seul le temps dira comment tout cela va évoluer. Je peux me tromper. Je peux me tromper en pensant que la situation tourne contre Israël et que cela en est le symptôme. Mais laissez-moi vous donner d'autres éléments qui montrent que les choses pourraient être en train de changer. D'accord? Le système politique britannique est désormais en état d'effondrement. Je veux dire, presque tous les points de vue sur la Grande-Bretagne, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, s'accorderaient là-dessus. Le Parti travailliste a perdu pratiquement tout l'élan qu'il avait gagné après avoir remporté les dernières élections et porté Starmer au poste de Premier ministre. Le Parti conservateur, qui a dirigé la Grande-Bretagne pendant la majeure partie des 30 dernières années, vit ses derniers instants. Il pourrait disparaître. Il est aujourd'hui si affaibli dans son existence. Les sondages sont défavorables. Sa direction se déchire. C'est vraiment une ombre. Et un parti réformiste d'extrême droite est probablement le mieux placé en ce moment, s'il devait y avoir des élections. C'est un parti minoritaire avec très peu d'histoire et un homme très étrange à sa tête. Mais ce qui est clair, c'est que le programme visant à se débarrasser d'un dirigeant travailliste très populaire, Jeremy Corbyn, ce qui a été accompli par M. Starmer, l'homme actuellement en poste, en clouant Corbyn au pilori, en le blâmant pour son manque de vigilance face à l'antisémitisme, alors que le véritable problème était son soutien à la Palestine. Cela s'est terminé. C'est un jeu qu'on ne peut jouer qu'une fois, mais jamais deux. C'est comme la menace de se suicider. Tu peux très bien le jouer une fois, mais la deuxième fois, ça n'a tout simplement plus le même impact. Je veux rappeler à tout le monde qu'il y a une semaine, il y a eu une grève générale en Italie. Le pays tout entier s'est arrêté. Les gens sont sortis et ont cessé de travailler en solidarité avec le syndicat des dockers, qui avait refusé de charger ou de décharger la cargaison israélienne de tout navire accostant dans les ports italiens. Et quelques jours avant cela, il y a eu des mouvements de masse à travers la France. Les 18 septembre, 2 octobre et 10 septembre, ces 3 dates-là. Parmi tous les drapeaux portés par les millions de personnes qui ont rempli les rues de France, on voyait partout des drapeaux palestiniens. Ce n'est pas seulement Mamdani à New York, c'est un retournement mondial. Écoutez, c'est remarquable que cela ait pris autant de temps, compte tenu de la durée pendant laquelle les Israéliens ont fait ce qu'ils ont fait à Gaza et en Cisjordanie. Et compte tenu, vous savez, de la manière dont ils ont traité les Arabes, qui, rappelons-le,
représente environ la moitié de la population d'Israël, on a cette division dans le pays et tout ce qui s'ensuit. Cela a pris un temps incroyablement long, mais je crois que nous voyons maintenant des signes. La Grande-Bretagne a reconnu la Palestine comme un État. La plupart des autres Européens l'ont fait aussi. L'Irlande l'a fait il y a longtemps. Mais l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, je crois, sont sur le point de le faire. La France l'a fait. Je veux dire, l'isolement d'Israël est pratiquement total. Il y a même des conservateurs qui parcourent les États-Unis pour expliquer au peuple américain que très bientôt, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur Terre et que la moitié d'entre eux, 5 milliards, seront musulmans. Il y a là un problème et il devient impossible de faire semblant du contraire. Tout l'argent des milliardaires de la Silicon Valley et toute l'expertise qu'a démontré l'AIPAC n'y suffisent pas. On ne peut pas aller à l'encontre d'un tournant historique lorsque son heure est venue. Michael a peut-être raison. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Je vois peut-être des signes qui, même pris ensemble, ne suffisent pas. Je ne le pensais pas auparavant, mais je le crois maintenant. Les communications que j'ai reçues au cours du dernier mois en provenance de France et d'Italie et un peu d'Allemagne montrent que la question israélienne, qui, en Allemagne, a longtemps été très sensible en raison de leur culpabilité collective et de tout ce qui s'y rattache, ne fonctionne tout simplement plus. L'Alternative für Deutschland, l'héritière d'extrême droite du passé nazi, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Le plus grand parti unique, éclipsant pour la première fois les chrétiens démocrates en Allemagne. Et leur position est sans équivoque. Elle n'est plus freinée, comme auparavant, par l'héritage de la Shoah. Pour les Israéliens, c'est une nouvelle d'une gravité indicible. Vous mettez le doigt sur ce qui est vraiment important. Que va faire le reste du monde? Certains de mes amis encore liés au Parti démocrate ont suggéré d'imposer un serment de loyauté aux candidats politiques. Ne pas accepter de contributions de campagne de l'AIPAC ou d'autres organisations sionistes. Et s'ils acceptent un tel financement, alors les électeurs démocrates sont appelés à les rejeter. Et s'ils remportent les primaires, à s'abstenir de voter pour eux, même si cela signifie perpétuer la domination républicaine au Congrès. Il faut se débarrasser des candidats financés par l'AIPAC qui reflètent les intérêts sionistes. Et au-delà de la politique électorale, il y a toute la menace imminente de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Citizens United. C'est la tragédie moderne, aussi destructrice que l'arrêt Dred Scott, qui a conduit à la guerre de sécession. Le Congrès doit adopter une loi interdisant les contributions privées aux campagnes politiques au-delà d'une limite strictement définie, avec des sanctions pour corruption et pot de vin à l'encontre des contrevenants. C'est la seule façon de couper les fonds qui soutiennent cette position pourrie, néoconservatrice, belliciste, oligarchique et anti-ouvrière au sein du Congrès. Sans une telle législation, les États-Unis et leur système politique continueront d'être une oligarchie et non une démocratie. Une oligarchie contrôlée par une minorité extrémiste d'institutions financières riches et de néoconservateurs internationaux qui leur sont alliés. En fin de compte, cela dépendra des États-Unis, et la même chose s'applique à l'Europe et à d'autres pays. Il revient à ces autres pays, en dehors d'Israël, de diriger le mouvement d'opposition au génocide en cours, ainsi qu'à l'ensemble de l'idéologie du nationalisme ethnique et du nettoyage ethnique que l'on observe en Ukraine contre les russophones, au Moyen-Orient de la part des groupes soutenus par les États-Unis, comme Al-Qaïda et les décapiteurs de l'État islamique, qui en sont aujourd'hui les chefs, et d'Israël lui-même à Gaza et en Cisjordanie.
Et si l'on reconnaît que la guerre d'Israël contre Gaza et le Hamas va à l'encontre des principes les plus fondamentaux de la civilisation, des principes qui ont mis des siècles à se développer, les lois de la guerre, les lois de la diplomatie internationale, les lois des relations internationales, alors on comprend la tragédie qui se déroule en renversant tout cet élan séculaire visant à établir des normes civilisées de base. On dirait que nous avons perdu Michael. Michael. Michael semble s'être figé. Oui, je vais reprendre pendant qu'on attend qu'il revienne. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Richard, puisque vous avez mentionné le cas de l'Allemagne, voici le sondage qu'ils ont réalisé là-bas. 3 électeurs sur 5 estiment que les actions d'Israël à Gaza peuvent être qualifiées de génocide. Et c'est significatif, comme vous l'avez dit. Allez-y. This is meaningful, as you've mentioned. Go ahead. Mais je veux souligner l'idée qu'il faut voir cela comme le symptôme d'un déclin plus large, un rejet actif de ce qui constituait autrefois au moins les règles et les normes officielles du comportement acceptable. Je comprends que, secrètement, ces normes sont violées en permanence par les services secrets de nombreux pays. Je le comprends et je ne le remets pas en question. C'est un problème sérieux. Mais c'est une autre étape lorsque cela se fait ouvertement et publiquement. Et je pense vouloir attirer l'attention sur quelque chose qui pourrait même aller à l'encontre de ce que je dis. J'ai observé, et je suis sûr que vous l'avez tous vu, au cours du dernier mois, à au moins 4 reprises dont j'ai connaissance, les États-Unis ont décidé de bombarder et de détruire des bateaux dans les Caraïbes qui naviguaient dans les eaux proches du Venezuela. Chaque fois, le président nous disait que ces bateaux étaient impliqués dans le trafic de drogue et que les personnes à bord avaient été tuées, empêchant ainsi qu'elles ne mènent à bien leurs activités liées à la drogue. Nous avons donc tué 11 personnes dans un cas, 4 dans un autre, et j'ai oublié le nombre de personnes sur les 2 autres bateaux. Très bien, dans cette situation, le président qui a annoncé et autorisé ces actes agit à la fois comme la police, le jury, le juge et le bourreau. Aux États-Unis, la participation au trafic de drogue n'est pas un crime passible de la peine de mort. On ne se fait pas tuer pour cela, même si l'on est reconnu coupable. Vous devez avoir la possibilité de voir les preuves présentées contre vous. Vous devez avoir un avocat. Vous devez pouvoir interroger et contester les preuves. Ensuite, l'affaire est soumise à un jury. Et ce n'est que si le jury décide à l'unanimité de vous déclarer coupable que vous serez puni. La punition, 99% du temps, étant une forme d'emprisonnement. Nous ne tuons pas ces gens, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas cela en Amérique. C'est déjà assez grave. Mais en général, nous ne tuons les gens que s'ils ont tué quelqu'un. Et il n'y a aucune preuve, pas même présentée par le président, qui n'a montré aucune preuve de quoi que ce soit, que ces personnes aient tué qui que ce soit. Et personne, à ma connaissance, occupant une fonction officielle au sein du gouvernement des États-Unis, et je ne suis pas un expert, mais je n'ai entendu aucune protestation. Après l'avoir fait une première fois, il l'a fait une deuxième, une troisième et une quatrième fois. C'est incroyable. C'est l'exécution officielle de personnes sans qu'aucune preuve ne soit exigée, sans procédure, sans respect du droit, sans présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Rien. Et la peine ultime, l'exécution. Suis-je le seul ici à trouver cela absurde? Pourquoi ferait-on cela? Peu importe que ces personnes aient ou non été impliquées dans le trafic de drogue, je n'en sais rien. Mais qu'elles l'aient été ou non, pourquoi agir ainsi? Pourquoi serait-il si difficile de faire arrêter ces gens par votre marine qui se trouve là-bas?
Arrest these people. Okay. D'accord. Board them. Check out, Montez à bord, examinez-les, vous voyez, ramenez-les et soumettez-les à cela. Pourquoi ne feriez-vous pas ça? Pourquoi les tuer d'abord? Et voici encore ma réponse. Je vois et j'aimerais avoir tort. Je vois de la désespérance. Je vois des gens se réunir dans une pièce. Ils doivent faire quelque chose. Ils ont cette mentalité. Nous perdons quelque chose. Nous devons agir d'une manière qui, espérons-le, suscitera du soutien. Et vous savez, partir en guerre, au moins pendant quelques semaines ou quelques mois, fait cet effet-là. C'est terrible comme tout retombe après quelques mois. Et c'est ce que les Américains ont vécu. Au Vietnam, en Afghanistan. Ces guerres ont été perdues en partie parce que le peuple américain ne les soutenait plus comme il l'avait fait au début. C'est la même chose en Irak. Mais pendant un court moment, on obtient un regain de soutien. Et maintenant, on agit. Écoutez, toutes les lois du monde interdisent à un pays de tuer des personnes se trouvant sur les bateaux d'un autre pays et de prétendre qu'elles étaient impliquées dans une transaction qui ne nous plaît pas, transaction que nous ne punissons même pas de la peine capitale. C'est un comportement extraordinaire de la part d'un régime au comportement tout aussi extraordinaire. Donc j'y vois un certain niveau de désespoir. Et j'en parle parce que je pense qu'il faut en tenir compte dans notre manière d'aborder toutes ces autres questions. Car cette hystérie, ce désespoir sont à l'œuvre partout. Oui. Yeah. On dirait que Michael a un problème avec sa connexion Internet, Richard. Richard. D'accord. It's Tétanounic Grow. Yeah. Exactly. Merci beaucoup, Richard, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Comme toujours, j'ai hâte de discuter à nouveau avec vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.